Bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission et puis surtout, permettez-moi de vous souhaiter avant de commencer une très heureuse année 2017 et puis plein de projets, de nombreux débats, de nouveaux débats et que nous soyons de plus en plus fortifiés dans nos têtes notamment pour accepter la contradiction, les vérités qui nous font aller un petit peu plus loin dans notre construction identitaire, personnelle, collective, etc. Et je souhaite aussi que nous ayons des invités qui n'auront pas peur de nous emmener dans ces chemins-là ou sur ces chemins-là pour que nous soyons plus audacieux aussi dans notre manière de penser et d'envisager l'avenir, celle de notre petite société sûrement, mais également de notre petite société dans le monde, puisque nous sommes aussi dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Madame Myriam Kotias, que vous connaissez, et qui va, j'espère, commencer justement cette nouvelle année avec nous pour nous guider dans des types de réflexions qui sont très actuelles, hein, parce qu'il s'agit bien sûr des questions mémorielles, il s'agit aussi de la place que nous donnons à l'histoire dans nos vies et des combats qui se mènent autour de cette histoire, parce qu'il y a bien sûr un enjeu d'écriture de cette histoire et un enjeu d'appropriation par ceux qui peut-être ont du mal à accepter certaines vérités, à détourner cette histoire de son historicité précisément. Et notre objectif, c'est de rester des gens qui parlent de l'histoire en toute objectivité, ce qui ne nous interdit pas de donner notre avis, puisque nous sommes du dedans concernés, de donner notre avis aussi sur les stratégies qui se mettent en place actuellement pour que cette histoire se décline dans un sens plutôt que dans un autre. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, nous allons un petit peu titiller Madame Kotias. Bonjour Madame Kotias. Bonjour Madame Smeralda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, je ne sais pas si vous voulez souhaiter aux téléspectateurs vos oui, écoutez, alors là, je leur souhaite une année lumineuse. Voilà. Je l'espère, lumineuse voulant dire inscrite dans la raison, mais aussi dans le partage, dans la reconnaissance de l'autre, c'est important, et le grand respect des uns et des autres. En tout cas, que nous puissions débattre, même avec nos différences, les Allemands disaient Meinung und Unterschiede, donc nos différences de point de vue ou d'angle d'approche des problématiques. Rien ne nous empêche de ne pas être d'accord sans avoir envie de nous détriper. Voilà. Donc, je vais essayer. Alors, je vous ai dit, j'ai déjà dit à nos téléspectateurs qu'on n'entre pas dans la vie privée des gens. Donc, je ne vous demande pas de vous présenter en tant que, vous déclinez à tous les niveaux, mais on reste dans le domaine professionnel. Oui. On reste dans ce que vous avez, ce que vous êtes devenu et ce que vous apportez à la connaissance de ces problématiques qui nous touchent très directement au monde moderne, à vos étudiants, mais bien sûr par vos écrits au monde. Et peut-être qu'on aimerait que vos écrits soient plus connus, parce que c'est en travaillant sur vous, entre guillemets, que j'ai découvert certains de vos articles, de vos textes. Il y a aussi des ouvrages, donc je ne sais pas, je peux lire ce que j'ai là, mais j'aimerais bien que vous disiez, vous, ce que vous avez... ce que vous êtes professionnellement. Pourquoi vous êtes... Donc, à quel titre vous êtes invité ici? Alors, écoutez, je vais vous donner mon titre. Voilà. Oui. Par exemple. Je vous donne mon titre. Je suis donc historienne et je suis directrice de recherche au CNRS. D'accord. J'appartiens au laboratoire caribéen des sciences sociales de l'Université des Antilles. Et en même temps, depuis 2006, je dirige un laboratoire international de recherche sur les esclavages, le pluriel est important, qui est une structure du CNRS et qui nous a permis de lancer vraiment ce champ de recherche dans l'espace universitaire français, puisque il y avait une déficience par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y avait
Le bilan qui se fait dans les années 2005, c'est que il n'y a aucun laboratoire dédié à la question de l'esclavage dans l'espace universitaire français. Et c'est à ce titre-là que le CNRS me demande de monter cette structure, parce que la question de l'esclavage a occupé mes recherches depuis la maîtrise. Qui est maintenant l'équivalent du master. Que vous avez faite ici Alors que j'ai faite à la Sorbonne. D'accord. Je l'ai faite à Paris 1 et je l'ai faite en démographie historique. D'accord. Alors, bon, maintenant ça remonte à quelques années. Je l'ai soutenue en 1981 et c'est le moment où la démographie historique est vraiment une école historique en France, c'est-à-dire où on repart des états civils, des registres d'enregistrement de la population pour déterminer d'une certaine façon leur façon de vivre, c'est-à-dire comment on naît, comment on meurt, qui se marie avec qui, comment on est implanté dans un espace. Et moi, à ce moment-là, je choisis de travailler sur 3 îlets. Pour une raison particulière, qui est que c'est sur le domaine de la pagerie, en fait, que j'ai entendu pour la première fois le terme d'esclave. Alors, donc mon grand-père était un ami de M. Rose-Rosette et nous, on était les petits-enfants de France et on venait donc en vacances et comme moi, j'étais passionnée d'histoire, mon grand-père nous amène dans ce lieu qui était un lieu très beau et qui était empreint d'histoire, mais d'une histoire de l'esclavage qui, d'une certaine façon, ne se disait pas, parce que c'était plutôt à la gloire de Joséphine, et même à la gloire de Napoléon. Et dans les années 80, on ne parle pas beaucoup du fait que Napoléon ait rétabli l'esclavage d'ailleurs. Donc je l'ignorais complètement. Mais M. Rose-Rosette qui nous fait cette visite, à un moment parle de la Da de Joséphine, en disant cette Da lui a dit « tu seras plus que reine ». Et il ajoute « elle était esclave ». Et ça a produit un déclic chez moi parce qu'il y avait toute une partie, donc moi j'avais 10 ans à l'époque, il y avait toute une partie des relations sociales en Martinique que j'expérimentais en venant ici et que d'une certaine façon je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je ne comprenais pas la dissymétrie des relations entre les personnes. Je ne comprenais pas comment... Mais à 10 ans, vous saisissiez cette dissymétrie? Vous la perceviez? Oui, je la percevais. D'accord. Oui, je la percevais. Mais justement, je ne savais pas l'expliquer. Je la percevais. Je percevais cette dissymétrie, je percevais comment il y avait des hiérarchies que je n'attribuais pas des hiérarchies raciales. C'est-à-dire que je sentais confusément, mais je n'étais pas en mesure de le dire, de l'expliciter, bien évidemment. Je sentais aussi comment il y avait des moments de proximité avec des personnes qui travaillaient chez mes grands-parents et qu'en même temps il y avait des moments de distance et que cette distance parfois se faisait en termes moraux qui pour moi me semblait contradictoire avec la proximité qu'il y avait à certains moments. Voilà, donc j'étais dans cette expérience d'un monde qui n'était pas mon monde quotidien, parce que moi, je n'ai pas été élevée en Martinique, j'ai été élevée dans l'Hexagone. Et ainsi, en ayant ce mot « esclave » qui apparaissait dans le discours, tout à coup, c'était comme une pièce du puzzle qui me manquait pour comprendre. Mais vous saviez ce qu'était un esclave? Vous saviez ce qu'était un esclave? Je le savais... Plus ou moins. C'est-à-dire, oui, c'était de l'intuitif là aussi. C'était vivre en Martinique et sentir, voilà, comment ce terme avait donné une ambiance particulière. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, vous étiez déjà revenu plusieurs fois à la Martinique parce que vous y aviez une attache?
Oui, parce que ma famille, du côté de ma mère, est martiniquaise. Et martiniquaise. Et c'est une famille, oui, métisse de la Martinique. Ah, c'est pour vous situer. C'est pour vous situer. Oui. Notre Myriam Cottias, c'est en partie martiniquaise. Voilà, et je le dis. Oui. Je le dis avec grande fierté, oui. Oui, mais en dehors de la fierté, c'est aussi à qui appartient notre histoire. Parce que très souvent, elle est déclinée par des gens qui ont j'allais dire, une autorité nationale ou internationale que les personnes du pays même n'ont pas. Il me semble que c'est très important que la lecture de notre histoire s'effectue aussi par nous et que cette lecture-là soit reconnue et légitimée. Oui, mais si ce n'est que le « nous », vous voyez, dans mon cas, est problématique. Parce qu'il n'est pas, l'inclusion dans ce « nous » n'est pas absolument non, mais c'est pour cela que je vous ai posé la question qui n'est pas innocente. Oui. Je vous demandais, puisque vous reveniez au pays, vous y reveniez plus souvent probablement qu'un Français de France. Vous avez parlé d'Hexagone, moi je ne sais pas où c'est. C'est le terme géographique. Le terme de métropole me dérange. Non, moi je n'utilise pas. Non, pour moi, on est bien en France. Quand on parle de France, entre scientifiques, on parle de France. Mais ça veut dire que vous y veniez probablement d'une manière plus régulière que serait venue une petite Française de France. Oui, non, on venait très régulièrement, très régulièrement. Très régulièrement, parce que vous aviez donc une partie de votre famille qui est ici. Donc le nous n'exclut personne, en tout cas, n'exclut pas Myriam Cottias. Pour moi, la question est importante puisque par rapport au débat qu'on aura, c'est pour que les gens aussi comprennent que vous parlez aussi d'une histoire qui est la vôtre aussi. Qui est la mienne à niveau familial et puis qui est la mienne même totalement. Voilà. Ce que j'ignorais d'ailleurs à cette période. Non, mais c'est la manière la manière avec laquelle vous la réappropriez est intéressante. J'ai trouvé, je ne sais pas, j'ai pas trouvé la vidéo, mais une petite vidéo qui a été faite avec vous, je crois, qui vous présente comme directrice de recherche au CNRS, présidente du CNMH, mais on va en parler tout à l'heure. Ces études de recherche sur l'histoire des esclaves. Nous, on dit aujourd'hui les esclavagés, répondent aux questions que l'historienne se pose sur son identité. Alors, je me suis dit, voilà, mais on n'est jamais tout à fait dans ses choix, en dehors de centres d'intérêt ou des questions qu'on se pose aussi sur soi-même, et on n'a pas à en avoir honte si on permet à la collectivité de profiter de ces recherches qui ne sont pas forcément pour soi nombrilistes, etc. Donc ça, c'était pour poser un peu la personne que vous êtes et est-ce que, si vous me permettez juste d'achever ça, donc il y avait ce terme qui tout à coup était la pièce du puzzle qui me permettait de comprendre en fait ce que je ne comprenais pas auparavant et qui m'a donné l'envie aussi d'en savoir plus. Ce qui fait que je me mets aux recherches sur la population et sur la population esclave, de statut esclave. Alors moi je dis, j'utilise pas le terme, j'utilise le terme d'esclavisé. Oui, on dit les deux, voilà. Pour esclaviser ou esclavager. Oui. Moi, c'est plutôt le terme que j'emploie parce qu'effectivement, ça, c'est un changement sémantique. De paradigme aussi. Hein. Absolument. Qui est aussi il est sémantique et paradigmatique dans la mesure où parler d'esclaviser signifie bien que les personnes ne sont pas esclaves par nature. Absolument. Elles sont esclaves par statut. C'est pour ça que c'est cette imposition d'un statut sur des personnes qui, alors moi c'est vraiment sur ça que je suis en train de travailler, qui ne se pensent pas comme esclaves elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ne se présentent pas comme esclaves parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne le sont pas. Oui, elles sont placées en situation de domination extrême, elles sont dans des situations de violence extrême également, mais ça ne veut pas dire que ça annihile
le sujet et l'être humain. Voilà, c'était dans le désir de restituer à son humanité à l'esclavisé ou au esclavagé qu'on a proposé cette réflexion-là et que les gens s'approprient, parce que les concepts ne sont pas innocents, bien sûr, ils véhiculent une vision de l'autre, notamment dans ce cas-là, et pour nous, il est important de faire ce travail sur les termes. Donc chacun, en tout cas, esclavagé ou esclavisé, c'est important qu'on sache pourquoi on a changé, on est passé de... Alors, la question maintenant qui se pose peut-être pour moi de manière un petit peu plus agressive, c'est et de quel côté vous situez-vous dans cette histoire? Alors, je ne sais pas. Je vais vous dire je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que ça recouvre exactement, le côté, mais parce que la relation esclavagiste, c'est une relation qui est extrêmement complexe et qui est une relation... qu'il est très difficile d'envisager de façon manichéenne. Voyez, ça, je pense que ça, c'est important, de le dire. Donc je ne sais pas de quel côté je me place. Alors manichéenne pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ça veut dire soit blanc, soit noir, mais c'est jamais gris. Donc dans les recherches, on essaye d'aller dans les zones grises aussi, c'est-à-dire d'interroger les choses un petit peu de manière aussi plus subjective, parce que dans nos régions, on est habitué à regarder les choses à travers le filtre ou le prisme de la couleur ou de l'apparence, et on refuse beaucoup aux gens qui ont peut-être fait d'autres choix, de comprendre autrement, de dire une parole qui serait aussi à la faveur des dominés ou de ceux qui ont été totalement victimes du système, parce que en apparence on n'apparaît pas comme une victime ou comme une des victimes. Je vous pose la question donc très directement pour que nos téléspectateurs sortent aussi de ces schémas, puisqu'on veut, nous leur avons souhaité une année lumineuse et une année où on va aller dans des choses plus complexes, où on va sortir de toi tu ressembles à un esclave, donc tu défends bien les esclaves, et toi tu ne ressembles pas à une, donc tu n'es pas bien placé pour la défendre et pour les défendre, et du coup voilà, qui dit quoi à qui et qui produit, puisque tous ceux qui ont subi ce régime ne sont pas en mesure de produire du savoir. Donc la question c'est, que faisons-nous, comment produisons-nous pour protéger les intérêts de ceux qui ont subi, et comment propageons-nous ce savoir pour que ceux-là qui ne peuvent pas le produire se l'approprient. Et donc mais c'est une question qui est importante, qu'il faut absolument dégager la question des apparences et de la couleur. Absolument. Puisque moi on m'a souvent demandé, mais on m'a demandé à quel titre c'est un congrès à l'UNESCO, on m'a dit mais à quel titre vous pouvez parler de l'esclavage parce que vous êtes blanche. J'ai répondu, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne suis pas blanche. Et ce qui montre ce qui à mon sens c'est le côté ridicule mais si on est dans le paradigme américain, c'est pas ridicule du tout. Les Américains avec une goutte de sang noir étaient noirs. Et ça a donné une réalité qui mais la différence, c'est que on est prisonnier aussi des apparences. Bien sûr. Et que, dans le système. Voilà, et que le regard de l'autre vous met dans une position en permanence. Et que donc ce qui est le plus important, c'est de préciser d'où l'on parle, c'est ce que vous disiez, et d'être aussi très conscient des termes que l'on emploie et des représentations que soi-même on porte. C'est-à-dire que le scientifique, il doit faire aussi attention aux termes qu'il utilise quand il écrit l'histoire. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, une bonne conscience, en fait, on peut faire passer des idées qui sont exactement à l'encontre de ce que l'on a. Je vais donner juste un exemple. Quand on parle de la révolution de Saint-Domingue, quand on parle de la révolte des esclaves de Saint-Domingue, souvent on a parlé d'eux, la plupart du temps d'ailleurs, on parle d'eux comme des rebelles. Tout à fait. On ne leur donne pas le statut de personnes qui ont fait une révolution. D'acteurs comme rebelles. Donc un rebelle, c'est une personne, vous appuyez là, et il réagit simplement, et il n'a pas de pensée politique du tout. Donc il est dans une sorte d'animalité, pour aller très vite, et là je caricature énormément, mais c'est
oui, dans l'esclavage. Des motivités non maîtrisées, voilà. Oui, non, mais on est d'accord. Voilà. Tandis qu'on ne lui donne pas le statut de révolté. On ne politise pas son action parce qu'on n'a pas intérêt. Il n'est pas capable, d'une certaine façon, de faire une révolution, d'avoir une réflexion politique. Donc, vous voyez, donc ce terme de rebelle, il est très important. Et les historiens qui l'utilisent doivent faire attention à ce qu'ils produisent comme image quand ils le font. C'est pour ça que je pense que l'introspection des historiens sur leur propre discours, elle est absolument importante, elle est essentielle. En sciences humaines, on a fait, en sociologie, on a fait ce travail-là sur le mot déviant. Et c'était de manière très caricaturale, tous les savants, entre guillemets, qui ont précédé, par exemple, Beckett, qui a écrit sur cette histoire de déviance autrement, c'était, oui, le déviant, c'est celui qui ne respecte pas l'ordre, etc. Et finalement, ce monsieur Beckett est entré dans la logique du déviant, entre guillemets, pour expliquer qu'il existe d'un autre point de vue et qu'il a une autre vision et qu'il est... Voilà, donc c'est très intéressant que vous le disiez. Donc je suppose que vous le disiez, qu'on le décline aussi en histoire et dans notre manière de présenter l'histoire. Et je pense que cet article que vous avez écrit qui s'appelle « Ces hommes dangereux » entre guillemets de 1848, l'amnistie à l'épreuve de l'abolition de l'esclavage, va dans le sens de cette déconstruction-là. Qu'est-ce que c'est que ces hommes dangereux? Alors ces hommes dangereux de la Martinique, c'est une affaire qui se passe le 22 mai 1848, au moment du soulèvement donc des esclavisés martiniquais. Et dans ce soulèvement, puisqu'il y a des soulèvements un petit peu partout dans la Martinique, mais bon, bien évidemment plus dans le nord, et il y a un colon propriétaire d'esclaves qui s'appelle Dugoujon, qui va être assassiné. Et il va être assassiné de façon extrêmement violente, poursuivi. On lui donne un coup de machette. Et bon, toute une histoire qui se crée. Finalement, il est tué d'un coup de fusil. Et il va y avoir tout un débat en 1948 pour savoir si c'est un acte politique ou si c'est un acte de sauvagerie. En fait, voilà. Et c'est ça. L'amnistie va jouer ce rôle-là. L'amnistie, qui est décrétée en 1948, va dire tous les actes politiques qui sont dus à cette rupture de régime, c'est-à-dire le passage d'une société esclavagiste à une société post-esclavagiste. L'amnistie va amnistier tous ces actes. Et donc il va y avoir un débat autour de l'assassinat de ce colon, puisque dans un premier temps, on va dire c'est un acte politique. Donc toutes les personnes, alors on attrape 4 personnes, on ne sait pas très bien si c'est eux vraiment qui sont responsables de cet acte-là, mais on les attrape, on les met en prison, finalement on va les amnistier. Et l'histoire va se poursuivre. Il va se poursuivre jusqu'en 1850, où il y a le rétablissement en 1951 du Second Empire. Donc avec un changement, on n'est plus dans le régime républicain, on retourne dans un régime qui est très répressif. Et à ce moment-là, on réinterprète cette amnistie du meurtre pour dire non, ce n'était pas un meurtre politique, mais c'était vraiment un assassinat, c'était un crime civil. Ce qui fait que ces hommes dangereux de la Martinique, j'ai pris ce terme-là parce qu'on les appelle comme ça dans les archives, et on va dans un premier temps les envoyer en exil à Saint-Thomas. Je ne sais plus, à Saint-Thomas. Mais ils reviennent très rapidement en Martinique. Donc là, on leur dit bon, ça va pas du tout, vous pouvez pas rester ici en Martinique. Enfin, certainement d'une façon moins courtoise que ce que je suis en train de dire. Mais toujours est-il que, comme ils sont dans cette position ambiguë, on les a amnistiés, finalement on les reconnaît coupables, donc on les traite un petit peu de façon un peu plus
peu plus ouvertes que de simples condamnés. Il y en a un qui en demande où il veut partir en déportation, parce que Saint-Thomas c'est trop près, ils reviennent, hop, on leur dit « mais vous voulez partir où ?» Il y en a un qui dit « moi je veux partir en Haïti ». Et donc sur les 4, il y en a un seul qui part en Haïti parce qu'il dit « je sais que c'est le pays qui est gouverné par des nègres ». Et donc il part là-bas, lui aussi va revenir, et là l'administration va un petit peu dire que ça suffit comme ça, et de façon très symbolique, elle les déporte, ces personnes, à l'île de Gorée. Et vous voyez comment il y a une circulation de l'histoire là qui se remet en place, qui est symboliquement un éparpillement, c'est des forces, mais au fond, quand on analyse tout ça, on est bien dans la question de la maîtrise du pouvoir, parce qu'il n'est pas non plus question de laisser penser que ceux qui se sont révoltés, à qui on avait pris soin de dire qu'ils n'avaient pas d'intelligence, pas d'âme, pas de culture, pas de civilisation, il était impensable de les laisser penser ou de laisser les sociétés à venir penser que ces gens-là avaient une once d'intelligence. Donc, à mon avis, c'est un système qui se maîtrise très bien, qui sait très bien où il va. C'est une relation de pouvoir, mais de bien pouvoir évidemment. très serré. Oui, c'est une relation de pouvoir. On est dans une période, le 19e siècle, avec une élaboration d'un discours raciste, qui n'est pas premier. Je veux dire, le discours raciste n'est pas premier. Absolument. Ça va être un processus de construction, comme les catégories raciales sont des productions sociales. C'est-à-dire que le blanc, la catégorie de blanc n'existe pas avant l'expérience esclavagiste. C'est vraiment ici, là, dans les Amériques, que ça se met en place. La catégorie de noir-nègre, elle va se mettre en place un petit peu plus tôt. Mais ça, c'est l'abord d'un Gobineau. On trouve déjà dans son œuvre de 1843, 42, qui est publiée dans les débuts, on trouve avec les Anglais qui ont commencé d'ailleurs cette organisation du monde en termes de catégories de couleurs. Mais ce que j'entends bien dans ce que vous dites, c'est que ils vont le vivre réellement, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces théories, ils vont les mettre en pratique dans nos colonies. Mais l'idée même de race, de couleur, etc., on le voit à l'origine même de la création de cette entre ceux qui pensent que on est d'une seule souche ou de plusieurs souches. Le débat est déjà là. Donc distinguer les gens et puis petit à petit aux colonies, on a vraiment de la matière pour montrer, mettre en, j'allais dire, véritablement en œuvre une manière de penser, de séparer le monde en couleurs. Mais quand vous vous êtes présentée comme historienne, alors je vois que on vous définit plus exactement comme historienne du fait colonial, spécialiste de l'esclavage dans l'espace caribéen. Donc c'est un territoire, j'allais dire, ou une géographie historique qui est bien délimitée et qui part de quel soubassement, c'est-à-dire quelle est votre vision, votre discours ou votre paradigme pour, j'allais dire, embrasser cette manière d'avoir défini votre objet. Ça tient au phénomène de circulation qui existe dans les sociétés coloniales caribéennes, particulièrement. C'est-à-dire que souvent, on pense les sociétés caribéennes dans l'histoire comme des entités qui sont complètement closes et qui sont repliées sur elles-mêmes. Ce qui est une vision qui est fausse. La mer n'a jamais été une frontière. Elle a été au contraire un lieu de passage. Un lieu de passage voilà. Donc ce qui fait que tout le monde circule, que les esclavisés y circulent, que les maîtres y circulent, que les productions, le sucre, les technologies, tout cela forme un ensemble qui est très, très cohérent et que je pose comme central. Si ce n'est que de plus en plus, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, en 2006, donc on me demande de travailler sur un centre sur l'esclavage, et immédiatement
ce que je réponds au CNRS, c'est qu'on ne peut pas voir l'esclavage dans un espace qui est un espace national. Vraiment, le système de l'esclavage a mis en connexion les mondes, les sociétés, les cultures, les hommes et les femmes. Et donc, c'est en travaillant sur cette notion de connexion que j'ai proposé à ce qu'on parle des esclavages. C'est-à-dire qu'on parle de la mise en relation des systèmes de l'esclavage qui ont existé de par le monde, qui ont existé en Afrique, qui ont existé par la traite interne, par la traite arabo-musulmane, et que d'une certaine façon, il fallait les mettre en relation pour voir quelle était la différence. C'est-à-dire, c'est pas mettre à niveau tous les systèmes de traite et d'esclavage, comme il y a autour du grand débat qu'il y a eu, très polémique et très clivant qu'il y a eu en France autour du livre de Pétré Grenouillot sur les traites négrières, qui a été... le problème ne portait pas sur le fait de reconnaître ou non qu'il y avait une traite arabo-musulmane ou qu'il y avait de l'esclavage et de la traite interne en Afrique, mais portait beaucoup plus sur le tour de passe-passe qu'il faisait autour des nombres. C'est-à-dire qu'il disait il y a eu une traite européenne qui a déporté 13 millions de captifs africains vers les Amériques. Il disait il y a eu une traite interne africaine qui a permis la déportation aussi de 14 millions de personnes. Et puis il y a eu une traite arabo-musulmane qui a déporté 18 millions de personnes. Alors vous voyez que en faisant ça, c'est-à-dire mettant mais simplement... c'est de déculpabiliser sa métropole aussi, non ? Attendez, mais parce que l'objectif, ça peut être ça, mais c'était aussi de dire, vous voyez, on met les chiffres en face les uns des autres et on s'aperçoit que la traite européenne, elle n'est pas si importante. Et ça devient une querelle des chiffres au lieu de... Voilà, mais ça devient une querelle des chiffres à cause d'un tour de passe-passe historique, puisque ce qui est oublié de signaler, c'est que la traite européenne, c'est sur 3 siècles, que la traite africaine va être sur 13 siècles et que la traite arabo-musulmane, c'est sur 18 siècles. Donc vous voyez comment, à partir de chiffres, on construit une position idéologique qui permet de rejouer en permanence l'affrontement entre le Nord et le Sud, entre les mais aussi une manière métropoles occidentales. Un peu enfantine de dire on n'est pas tellement responsable parce qu'en fait il y avait et puis c'était l'histoire des nègres qui ont vendu des nègres. Vous voyez, nous moi je vais en parler de on était là bien gentiment et puis bon, ils nous ont proposé, donc on a accepté. Je trouve que c'est une manière aussi de nous humilier que de présenter les choses de cette manière-là. Donc, si vous en venez à en parler, oui, parce que ça c'est une question très importante. On peut l'aborder déjà. Allez-y. Les abolitionnistes, en fait, ce sont les abolitionnistes qui construisent ce discours, qui disent les Africains ont vendu leurs frères africains. Voilà. Alors on est au 19e siècle. Ça commence. La deuxième vague abolitionniste va commencer en 1818, 1820. Mais là, ils sont en train, là encore, de construire une fiction. Mais une fiction qui là encore, la réflexion doit passer par la sémantique. Et la sémantique, c'est-à-dire ce que disent les mots et la réalité historique. Quand les Portugais arrivent sur les côtes d'Afrique de l'Ouest au 14e, 15e siècle, et ce jusqu'au 19e siècle, l'Afrique n'existe pas. C'est-à-dire que l'Afrique, en tant qu'entité qui se pense comme telle, n'existe pas. Oui, comme espace géostratégique. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'Afrique est un continent formé de sociétés qui sont très différentes les unes des autres. Donc, première chose, c'est-à-dire que l'Afrique n'existe pas et a fortiori les Africains n'existent pas. Les Africains n'existent pas. C'est-à-dire que ce sont des royautés qui sont présentes, mais qui vont ni se dire noirs
ni se dire africaine, parce que là encore, l'entité de référence, elle n'est pas conceptualisée. Elle va se conceptualiser. Il y a ce très beau livre de Mundimbe, qui est un penseur camerounais, qui parle de l'invention de l'Afrique, qui va se faire au XIXe siècle avec... et renforcé avec l'idée de la colonisation. Voilà. Donc il est faux de dire que les Africains ont vendu des Africains, les rois de sociétés africaines ont vendu des personnes avec qui ils étaient en guerre, qu'ils ne reconnaissaient pas comme étant leurs égaux, qu'ils reconnaissaient comme étant des étrangers. Et donc cette idée de dire il y a eu une trahison au sein d'un ensemble qui serait homogène aussi bien sur le plan de la population que sur le plan politique est totalement faux. Absolument. Mais c'est une façon de repositionner le discours justement pour dire l'origine du système de l'esclavage est bien en Afrique et il n'est pas en Europe. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait de l'esclavage en Afrique, il y avait de la traite en Afrique. Je ne suis pas en train de contester ça. Non, mais les choses n'étaient pas organisées comme... Voilà, mais je ne suis pas en train... Ce que je veux souligner, c'est qu'on n'est pas dans un phénomène de trahison entre pairs. Comme on le présente. Voilà. Comme on le présente, et ça c'est essentiel. C'est essentiel pour les téléspectateurs. C'est essentiel de le dire. Vous voyez, chers téléspectateurs, quand vous répétez, parce que vous êtes très nombreux, j'allais dire toute la Martinique le pense, quand vous parlez aux gens, ah, mais ce sont les nègres qui ont vendu les nègres, et tant pis pour nous. Vous voyez comment vous pouvez être l'objet de manipulation et comment il est important d'écouter nos historiens qui nous apprennent à penser aussi cette période. Vous voyez, il n'y avait pas théoriquement de territoire géographiquement désigné en termes d'Afrique avant l'arrivée des Européens qui, eux, d'ailleurs, se sont partagés le territoire comme s'il s'agissait d'un camembert. Et qui sont venus avec une volonté de conceptualiser aussi les barbaries qu'ils ont exercées sur le continent, notamment de découper de manière tout à fait arbitraire, de séparer des populations, des langues, des cultures, et puis après de dire... voilà. Donc c'est important que vous compreniez que nous sommes dans des lectures qui nous font du tort à nous-mêmes parce que nous sommes pratiquement les seuls, j'espère que je ne me trompe pas, Madame Cotias, à tellement nous dénigrer lorsque nous parlons de nous-mêmes. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un problème avec l'Afrique. Ça ne vient pas nécessairement de vous, mais c'est vous qui l'entretenez du fait que vous répétez l'objet de la teneur même de ces manipulations qui consiste à vous faire croire que ce sont les Africains qui ont vendu les Africains, et donc cela explique que vous soyez dans toutes les misères dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, et même que, tant pis pour l'Afrique, qui, elle, serait dans une misère absolue, qui n'arrive pas à décoller parce que, justement, elle a été tellement méchante avec ses enfants que... Ce qui est faux, parce que... Non, l'esprit religieux, je veux dire, mais ça dit que l'esprit religieux vient assaisonner un petit peu tout ça à la sauce que nous savons, c'est Dieu ci, Dieu ça, et du coup, nous sommes dans une lecture totalement, comment on va dire ça, escamotée de l'histoire. C'est important, donc, que vous entendiez ce que vous a dit Madame Cotias, que vous réécoutiez l'émission s'il le faut, pour que vous puissiez vous approprier ce discours de l'histoire n'est pas celle-là qu'on vous a racontée, et pour quelle raison est-ce qu'on a tellement escamoté l'histoire des Africains et votre rapport à l'Afrique, puisque par la même occasion, on continue à entretenir une forme d'antipathie envers le continent et envers les Africains, qui font que les petites guerres sournoises qui nous empêchent de construire quoi que ce soit avec les autres, dans nos ouvertures notamment, font que nous avons exclu l'Afrique de l'histoire, comme toutes les grandes puissances occidentales l'ont fait partout dans le monde aujourd'hui. On parle de tout le monde, sauf de l'Afrique,
parce qu'elle n'aurait pas eu de culture, elle n'aurait pas de civilisation et qu'elle ne nous aurait rien apporté, sinon le malheur d'avoir la peau noire et les cheveux crépus. Vous voyez, donc c'est très important que nous soyons dans cette déconstruction. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est quand même, là il y a aussi un changement au niveau du continent africain, puisqu'il y a un certain nombre de pays africains qui ont des taux de croissance à faire pâlir tous les pays occidentaux, et que là aussi on peut penser qu'il va y avoir un changement assez radical et que l'Afrique... on voudrait que les Africains en profitent quand même de ces taux de croissance, parce qu'ils sont importants, mais on ne sait pas. Non, mais bon, il y a plein d'autres choses qu'il faut voir à côté. Mais c'est vrai que... Mais on est quand même dans une période... Dans un décollage. Alors, je ne sais pas qui l'a dit, mais la deuxième moitié du XXIe siècle sera africaine. Bon, alors vous avez donc présenté votre paradigme et comment vous l'avez, vous l'investissez et comment vous le travaillez. Donc c'est un espace ouvert qui n'est pas clos, mais qui n'est pas non plus, j'allais dire, un espace de désordre, parce que là-dedans, vous repérez quand même un certain nombre de régularités. Un certain nombre de traits qui font que, on parle bien d'esclavage. Moi, la crainte que j'avais quand vous avez parlé des esclavages, mais vous l'avez corrigé, enfin vous l'avez devancé, c'était quand vous avez répondu sur le fait qu'il ne s'agit pas de vous faire dire, de vous faire entrer dans un discours à la Pétré-Grenouillot. Vous voyez... Non, c'est au contraire, c'est différencier les esclavages. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas nier qu'il y a eu de l'esclavage en Afrique, par exemple, comme il y en a eu dans d'autres sociétés, c'est pas ça, mais c'est au contraire, en mettant en relation les différents systèmes, on voit quelles sont les spécificités et les particularités. Et la spécificité de l'esclavage dans les Amériques, ça a été précisément la construction de la race. C'est-à-dire qu'on est devenu, progressivement, s'est installé un esclavage qui était un esclavage racialisé, dans la mesure où il n'y avait que des Africains qui étaient mis en captivité ici dans toutes les Amériques. Le système colonial esclavagiste a commencé avec une population européenne, c'est le système des engagés. Mais qui était conceptualisé autrement, c'est des engagés, et puis, ça n'a pas donné cette racisation. Mais après, ça n'a pas perduré, parce que précisément, il y a eu une évaluation coût-bénéfice, et qu'il s'est avéré que la traite vers l'Afrique avec l'Afrique était plus performante, bien que ce terme recouvre une réalité sanglante. Mais donc il va y avoir un basculement vers une traite et un esclavage qui progressivement va se racialiser, enfin qui va être racialisé, où la race naît, elle se stabilise, et surtout elle se superpose avec un statut, c'est-à-dire qu'on va superposer une apparence de couleur avec un statut, celui d'esclave, et on va avoir une sorte de continuum, de spectre de couleurs entre le noir esclave et le blanc maître, avec entre-temps tous les métissages qui vont voir le jour ici dans les Amériques. Je rappelle que Moreau de Saint-Méry a fait une typologie des métissages avec 128 catégories. Vous voyez, donc on était dans une sorte de... c'est ça aussi que ça a produit l'esclavage, c'est-à-dire cette folie de classification, cette folie de hiérarchisation. Et d'observer les types humains qui naissaient de ce grand désordre qui existait dans les premiers temps dans les colonies. Mais ça explique aussi ce que vous disiez, que vous soyez interpellé encore aujourd'hui, 3 siècles après, sur le fait que vous n'avez pas peut-être la bonne apparence pour parler des bonnes choses. Mais je vous rassure en vous disant que vos tribulations sur votre couleur de peau, moi je les ai aussi sur les cheveux, parce que quand j'ai écrit peau noire, cheveux crépus, beaucoup de mes compatriotes m'ont dénié le doigt
de parler de cheveux crépus au nom du fait que je ne pouvais pas comprendre ce que c'était, puisque je n'avais pas les cheveux. Enfin, c'est moi qui ajoute le AC, mais ils m'ont dit j'ai pas les cheveux. Donc, vous voyez, ça peut jouer à n'importe quel trait de notre apparence qui soit prise comme, j'allais dire, catalyseur de notre différence ou de notre appartenance à un autre monde qu'à celui dont on parle. Eh bien, ça peut nous servir de point d'appui pour continuer à raciser et pour nous empêcher aussi de voir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Et c'est très important qu'on comprenne que tout le monde ne fait pas de la recherche, tout le monde ne peut pas produire les choses qui nous font avancer. Donc ceux qui le font, qui s'engagent et qui ont bien balisé leur champ, leur paradigme et leur concept, leur stock de concepts, c'est ça qui est important. Parce que, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, heureusement, nous sommes dans les sociétés dans lesquelles nous sommes et nous avons, comme nous l'avons dit, des Noirs qui ne servent pas nécessairement leur communauté, des Blancs qui défendent peut-être leur communauté et leurs biens, des gens qui sont plus humanistes et qui ont envie de réconcilier tout le monde. Enfin, voilà, on avait dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas manichéiser les problématiques et on y est. Donc, pour dire que vous êtes dans ce paradigme, vous avez écrit un certain nombre de choses, notamment de la nécessité d'adopter l'esclavage en France, un texte anonyme, c'est ça? Oui, qui est publié chez Bayard en 2007. Oui. Et qui est un texte. Vous voulez que j'en dise quelques mots? Je ne sais pas si vous voulez présenter, parce que vous avez vous une bibliographie très grande. Oui, allez-y. Non, c'est un texte qui est intéressant parce qu'il est écrit en fait juste après l'abolition de l'esclavage par la France, la première abolition de 1794. Et la personne qui écrit ce texte dit finalement, il faudrait qu'on rétablisse l'esclavage en France parce que ça nous permettrait de résoudre tous les problèmes sociaux. Mais il ne parle pas des Noirs. Enfin, il ne parle pas dans la tête de cet auteur. Il pense au servage aussi. Non, il parle aussi des prostituées, des orphelins, des petits peuples, du prisonnier, c'est-à-dire tous les subalternes à qui il faudrait donner un maître qui les prendrait en comme charge. Pendant le servage. Voilà, qui s'occuperait d'eux d'une certaine façon. C'est une sorte de nouveau contrat social qui est proposé dans ce texte-là. C'est un noble qui l'a écrit. Certainement, oui, voilà. C'est un noble. Parce qu'après, il avait perdu son statut de noble en 1789. Il fallait bien qu'il se trouve une autre raison d'exister. Vous avez écrit aussi... alors je vois avec Antonio de Almeida Mendes et Elisabeth Cunin, Les traites et les esclavages, perspectives historiques et contemporaines, chez Cartala en 2010. Oui. Alors là, c'est un colloque en fait que l'on a fait, qui était le colloque de lancement du CIRESC dont je vous parlais, le Centre international de recherche sur les esclavages, où on avait voulu montrer que, en fait, il y avait des recherches sur les esclavages en France, mais que du fait qu'il n'y ait pas de laboratoire dans les universités, faisait qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de recherche. Voilà, que c'était tellement éparpillé un peu partout qu'il n'y avait pas de recherche. Donc nous, dans ce colloque, on essaye de rassembler le plus de monde autour de la question de l'esclavage, que ça soit des chercheurs, mais aussi des étudiants. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'étudiants qui étaient dans ce colloque-là qui maintenant ont des postes, sont devenus soit maîtres de conférences, soit chercheurs. Et c'est une sorte de démonstration de force, de dire voilà ce qui s'est fait, voilà ce qu'il faut faire, voilà où il faut aller. Et ce livre-là est un bilan de tous ces travaux. Donc ça, c'était en 2010. Justement, moi, j'allais vous poser la question des africanistes, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends dire effectivement qu'il n'y avait pas de labo, mais il y a une école africaniste en France qui est très puissante. Très puissante, et qui a publié, qui a raconté aussi peut-être beaucoup de contre-vérités. Il y a de très bons chercheurs. Mais il y a de très bons chercheurs, mais il y a aussi beaucoup d'interprétations un peu approximatives dans des choses. Je ne serais pas tout à fait capable de le dire comme ça, mais... Il y a eu de très bons chercheurs et qui ont travaillé sur l'esclavage. Je pense à Jean-Claude Schmitt, par exemple, Robert Bott,
Il y a Elikam Bokolo quand même, hein, qui est le chercheur oui, bah, il est le plus important les Africains le contestent quand même. Et voilà, donc c'est toute l'école qui s'est créée autour de Balandier. Tout à fait. Voilà, Balandier qui dans les années... qui est souvent très juste dans son ton, Balandier. Oui, dans les années 60, qui écrit... qui décrit la situation coloniale, enfin, ce terme de situation coloniale qui est très intéressant et que moi je décline en situation d'esclavage d'ailleurs aussi. Et voilà, qui va impulser un certain nombre de recherches, dont certaines sur l'esclavage. Ouais. Alors, donc, dans cette histoire-là, vous avez le mouvement Afrocentricité internationale. Excusez-moi. Voilà, il y a des mouvements qui se créent, il y a une école. Oui. Alors, on vous demande de créer le CIRES, vous êtes donc toujours la présidente de ce label ? La directrice, la coordinatrice. Enfin, c'est une structure fédérative et collaborative et non hiérarchisée. Donc, vous avez absorbé les africanistes ? On a des africanistes qui travaillent avec nous. On ne les a pas absorbés. D'accord, donc l'école existe encore. Oui, bien sûr. Donc c'est une en plus, mais il y a aussi du côté des Africains ce désir de s'approprier la parole sur leur histoire. Et donc il y a des lectures afrocentrées, à côté des lectures africanistes. Alors comment voyez-vous les choses ? Écoutez, alors bon... Intellectuellement, ça me pose un problème, l'afrocentrisme. C'est-à-dire, autant je peux comprendre comment politiquement c'est un discours qui a besoin d'exister, qui a besoin de s'imposer. Scientifiquement, ça me pose beaucoup plus de problèmes parce que moi, je suis plutôt dans la déconstruction des catégories raciales, dans l'analyse de leur utilisation. Comment elles sont performatives, instrumentalisées, dans quelles conditions, mais qui pour moi ne sont pas centrales dans mon travail. Ça très, très clairement, parce que moi ce qui m'intéresse plus, c'est la complexité. C'est-à-dire c'est vraiment comment il y a des... Comment est-ce que tout ce monde-là se rencontre, s'oppose, ce qui ne veut pas dire que... Mais se font violence aussi. Se font violence, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils ne font pas... je n'exclus absolument pas les rapports de domination et de violence. Mais je ne suis pas dans ce prisme-là. En tout cas, ce n'est pas ce prisme-là qui m'est principal. Donc ça veut dire que vous percevez une forme de racialité dans le mouvement Afrocentricité internationale ? Oui, je le sens. Vous pensez ? Oui, je le sens. Malheureusement, je sens une fermeture. Oui, je sens une fermeture. Mais la racialité, vous la sentez parce qu'il me semble que, dans ce que je connais, de ce que j'ai lu, il me semble que la préoccupation n'est pas forcément raciale, mais elle est d'être, comme les Européens le sont, maître de la parole sur l'Afrique. Ça change un peu la posture. Oui, mais elle a besoin d'être en relation avec d'autres paroles. C'est ça que je veux dire. Ce qui me pose problème, c'est la reconfiguration du pouvoir qu'il y a derrière ça. La reconfiguration du pouvoir de discours. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas valoriser dans mes recherches justement, sur les archives, justement j'essaye de faire la différence. Je ne valorise pas un discours européen et j'essaye d'être le plus consciente possible des représentations de dominants que je peux porter moi-même dans mon travail. Vous voyez, donc ce discours de distanciation, j'essaye de le faire et je pense qu'il est absolument nécessaire. Mais je ne vais pas... une reconfiguration d'un pouvoir qui serait complètement à l'opposé ne m'intéresse pas beaucoup, mais je dois dire. Vous exercez dans un monde qui existe déjà et qui n'a pas été dérobé, à son espace européen, etc. Les Africains qui prévalent de l'afrocentricisme sont des gens qui considèrent qu'on leur a pris leur continent, qu'on leur a pris leur culture. Donc, si vous voulez, la posture, le paradigme, etc., il ne peut pas échapper non plus aux politiques, ni à la politisation. Ah ouais, non, et il est fondamental, mais est-ce
qu'à ce moment-là, dans votre posture à vous, est-ce que vous n'êtes pas dans une projection? Comment on reconstruit, on se réapproprie ce dont on vous a totalement dépossédé? Il me semble que nous ne sommes pas là, pour le coup, dans des symétries, et que les réflexions que nous pouvons avoir, enfin moi je suis sociologue, donc je ne sais pas comment un historien se positionnerait par rapport à ça, mais pour moi sociétalement ça fait sens. Mais je n'entends pas la question de la couleur forcément comme vous l'entendez, parce que ça voudrait dire que vous entendez qu'il y a derrière un souci d'un pouvoir noir. Non, c'est-à-dire, non, pas du tout, parce que ça, à la limite, enfin, je trouve ça politiquement, je trouve ça intéressant. C'est pas ça. Mais pour moi, il n'y a pas une science blanche et une science noire. Non, voilà. Mais moi, je ne crois pas qu'ils disent qu'elle est noire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours, vous voyez, qui, un discours qui peut être un discours de l'ordre de la pureté, du fait de l'origine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes né au Congo-Brazzaville, je peux en parler, mon mari est du Congo-Brazzaville, que ce qu'il va pouvoir dire sur le Congo-Brazzaville va être... plus en faveur des Congolais que le reste. Non, mais qu'il va être plus indiscutable qu'un autre discours. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est la légitimité du discours qui tient à l'origine qui me gêne. Mais je ne sais pas si la question de l'origine peut nous gêner, parce que nous voyons que les pouvoirs qui s'affirment dans le monde aujourd'hui sont très fortement articulés à une appartenance, à un territoire, à une géostratégie, etc. Les Africains ont tout perdu dans ce sens-là, et on a partagé le continent comme un vulgaire camembert. Ils sont... Alors, dans ce que je lis, moi, en tout cas que j'ai lu, moi, je n'ai pas ce sentiment que la question de la race est importante, parce que les gens qui véhiculent ce point de vue ne sont pas des Noirs, j'allais dire stéréotypés, au sens où on l'entend. Donc... Mais je voudrais peut-être repositionner la question et vous dire que il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a pas une production historique sur le continent noir. Hein. Absolument. Enfin, sur le continent africain, parce que là, ça serait... mais il y a des universités partout. Voilà. Mais par exemple, si vous prenez l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, l'école historique dakaroise, elle est absolument, non seulement elle est puissante, mais elle produit beaucoup. Et elle produit un discours à partir... Et des savoirs qui n'arrivent pas assez en Europe. Des savoirs qui sont assez cantonnés. Enfin, Dakar, c'est peut-être différent. Il y a d'autres universités où vous pourriez dire ça. Mais par exemple, pour le Cameroun a plus de difficultés à mon avis, à se faire. Par exemple, voilà, Dakar. Voilà, la question du continent africain, il faut aussi la déconstruire en plusieurs lieux. Excusez-moi, j'ai discuté il y a 2-3 jours avec un jeune Français de France qui enseigne au Sénégal, et il me parlait de toute cette histoire, cette production extraordinaire, intellectuelle extraordinaire des Africains qui ne franchissent pas les frontières de l'Afrique, qui sont et avec lesquelles les Européens ne veulent pas se confronter. Et c'est vrai qu'on a très peu, moi dans les débats que j'entends, je n'ai jamais, pour vous dire la vérité, entendu des Européens débattre des productions africaines ou des idées qui se mettent... Ça se fait vraiment. Enfin, peut-être que ça commence. Mais j'entends... On a invité, ici à l'Université des Antilles, on a invité en 2007 des chercheurs... il y avait Isiaka Mandé. Oui, parce qu'on est censé être un peu de l'Afrique. Ibrahim Assek, des chercheurs qui sont très importants. Donc du centre aussi, dans des universités du centre aussi, ça se fait. Du centre, je parle de France en France. Mais bien sûr. Si vous prenez le programme des conférences à l'école des étudiants en sciences sociales, par exemple, qui est l'endroit où je fais des séminaires à Paris, vous allez voir, les chercheurs africains, ils sont vraiment invités à échanger, à produire, à parler de leur production. On vient de monter un programme européen SLAFNet qui est coordonné par une collègue de l'université de Nice, qui est spécialiste de l'Afrique de l'Est. Le programme qu'elle a monté, c'est précisément
un échange entre chercheurs, étudiants d'Afrique, alors de l'Est, de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, avec des universités européennes et voire ici. Donc ça se fait, vraiment bon, ça alors se fait. C'est une chose dont on entend moins parler, mais peut-être qu'effectivement. Mais la question, donc parmi les autres questions que j'avais à vous poser, c'est celle-là. Donc, est-ce que l'histoire des Noirs leur appartient ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression, dans la façon notamment, lorsque l'État prend des initiatives dans ce domaine-là, que l'État a une vision très racialiste et que lorsque les Noirs lorsqu'il est question de représenter les questions, entre guillemets, qui ont rapport avec l'Afrique, l'afrodescendance ou l'esclavagisme, on a l'impression qu'aucune représentation noire n'est proposée. Et alors je vous dis ça parce que dans le public c'est ce qu'on peut entendre. Pourquoi ce ne sont que des blancs qui nous représentent ? Quand on avait dans les instances, il y a les députés quand même. Dans il y a tous les députés, les sénateurs. Moi je parle dans des organismes qui représentent, je sais pas, les différentes collectivités entre guillemets ultramarines et qui ont une fonction de représentation et d'autorité, un peu comme nos ministres du tourisme à la Martinique ou en Haïti, qui sont blancs. On a l'impression que c'est important que la couleur noire n'a pas de légitimité. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est, je vous dis franchement, ce qui m'intéresserait plus, c'est qu'il y ait que le ministre de l'Intérieur soit antillais. Ça m'intéresserait beaucoup. D'accord. Bon, alors, on va leur soumettre ça. Non, mais parce que je pense qu'il y a aussi ce danger, c'est-à-dire de cantonner ou d'essentialiser les ministres qui seraient dédiés, vous voyez, plus particulièrement à l'outre-mer ou à des questions. Ce sont des stratégies. Je trouve que ça serait bien que ça soit beaucoup plus que le pouvoir. Non, mais que le pouvoir soit vraiment partagé. Moi, j'étais particulièrement fière et intéressée que Christiane Taubira soit garde des Sceaux. Je trouvais que c'était un symbole qui était très fort quand même. Oui, si c'était vraiment pour ses compétences qu'on l'avait mise là, ou qu'on lui avait écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. J'ai été invitée, la première année, elle a fait une journée de la femme au ministère de la Justice. Et il y avait tous les représentants des différentes directions de la justice et une dame qui était, je ne sais plus, directrice du système pénitentiaire ouvert, je crois que c'était ça, et qui m'a dit c'est la meilleure garde des Sceaux que nous ayons eue depuis Badinter. Oui, elle vous l'a dit. Enfin, je veux dire, entre les personnes qui... Non, mais elle me l'a dit, elle ne savait pas qui j'étais. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas d'enjeu identitaire. Non, mais Taubira, personne d'autre, elle est brillante. Quand je parlais de ça, je veux dire, est-ce que le président n'avait pas une idée derrière la tête quand il lui a proposé le ministère? Ceci dit, ça je peux pas. N'étant pas dans les petits papiers du président, dans les secrets d'Alcock, mais en tout cas, c'est important qu'on s'est posé beaucoup la question. Est-ce que parce que les lois qu'elle a dû porter, effectivement, ont créé dans ses propres populations beaucoup de désagréments. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas et la vivent ces positions ou ces lois qu'elle a fait passer comme des trahisons par rapport à des représentations culturelles. Mais c'est aussi ça, être en France, dans des sociétés dites multiculturelles, mais qui vivent dans la monoculture française, qui ne tiennent pas compte des représentations des populations. Mais là, elle était ministre d'État. Mais voilà, ça. La question elle c'est était ministre la question d'État, c'est ça. Qu'est-ce que ministre des Outre-mer Non, mais c'est justement cela qui m'inquiète, c'est que on dit on est ministre d'État, mais on représente qui alors? On représente, je ne sais pas, une population abstraite qui n'a aucune racine. Mais je pense qu'elle a vraiment été choisie pour ses compétences. Bon, espérons. Et puis pour ses compétences, c'est-à-dire qu'on peut pas la choisir pour ses compétences et puis après avoir une demande qui serait une demande plus partielle ou sectorisée ou identitaire. Vous voyez, ça serait. À mon avis, il y a une dimension. Oui, à mon avis, il y a une dimension de nos réalités qu'on n'interroge pas. Mais oui, mais est-ce que je peux vous dire vraiment parce que ça, je trouve que c'est une question qui est essentielle. Oui, elle est vraiment très importante. Il y a des hommes et des femmes politiques dans l'outre-mer.
Enfin, moi, je déteste cette expression, les Outre-mer d'ailleurs. Mais bon, on va dire, il y a des représentants, c'est-à-dire qu'il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a un personnel politique, il y a des maires. Il y a des carrures brillantes, mais on est d'accord. Mais donc, je pense que c'est eux aussi qui doivent porter le discours. Enfin, je veux dire qu'eux, ils sont en position d'abord d'affronter le pouvoir, et il faut qu'ils puissent le faire, d'affronter le pouvoir, de porter aussi des combats qu'ils vont considérer comme étant des combats importants pour les populations qu'ils représentent. Vous voyez, c'est pas... il faut aller au combat. Non, mais tout à l'heure, je vous posais la question qui était celle-là. Pourquoi les nôtres ne se mouillent pas davantage? Voilà, alors... Mais la question, elle est là. Comme je vous disais aussi à vous, en tant que tel, puisque vous prenez des positions, vous faites des analyses qui, à mon avis, restent dans nos manières de voir nos réalités, pour nous, très fortes, puisque vous avez aussi cette vision du dedans. Mais je vous demandais pourquoi d'autres personnes placées à des postes comme les vôtres n'en font pas autant. Et je crois qu'on aurait beaucoup plus avancé si on avait des gens qui s'engageaient pour nos problématiques d'une manière objective, parce que vous avez été décoré aussi pour vos travaux, parce que je ne sais pas si le président ou les autres les ont lus, mais à mon avis, voilà, ça vous donne une forme de légitimité, et ça ne vous empêche pas de dire... Ouais, je ne sais pas si c'est de la légitimité réellement scientifique ou si c'est des choix politiques. Des choix politiques qui me dépassent complètement par ailleurs. Vous voyez. Peu importe, donc, ça rejaillit sur votre carrière d'universitaire ou de chercheur. Maintenant, je veux dire, chers amis, que Mme Cotias a beaucoup produit, ça serait bien donc que vous lisiez aussi quelques-unes de ses œuvres, enfin quelques-uns de ses travaux. Donc, il y a aussi Mayotte Capétia, relire Mayotte Capétia, une femme des Antilles dans l'espace colonial français. Ça, c'est un ouvrage que vous avez publié chez Armand Collin en 2012. Les traites et les esclavages, perspectives historiques et contemporaines. Donc, on l'a signalé tout à l'heure. D'une abolition à l'autre, anthologie raisonnée de textes consacrés à la seconde abolition, donc après 1794, de l'esclavage dans les colonies françaises. Ça, c'est publié chez Agone. Et puis, des articles que j'ai trouvés qui me sont... Donc, je n'ai pas cité toutes vos bibliographies, mais je pense que ceux-là, pour nos amis qui écoutent les émissions et qui veulent s'enrichir et aller se documenter, ben voilà, vous avez des sources. Vous avez écrit, donc, Joséphine Baker et Mayotte Capétia, Race et genre, dans 2 biographies transcoloniales. Et si l'espace colonial faisait histoire nationale, donc vous êtes peut-être dans ce rapprochement des histoires. Et je vais vous interroger tout de suite là-dessus. Comment vous voyez justement la séparation des mémoires, enfin les stratégies qui sont menées autour de la mémoire, qui divisent, puisque vous l'avez dit dans une émission que vous avez eue avec Mediapart, M. Edoui Plenel, dans laquelle vous avez expliqué justement l'enjeu de ces divisions. Donc je finis juste de citer, je vous laisse la parole. Vous avez donc écrit Ces hommes dangereux de 48, de la Martinique de 48. Ça c'était donc paru donc dans des revues comme Genèse, Cahiers sans public, Cité, les Annales, édition de l'EHESS. Donc, nos ancêtres les Gaulois, la France et l'esclavage aujourd'hui. Donc paru dans Cahiers Sens Public. Vous avez écrit sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, avec un point d'interrogation donc dans la revue Cité, et puis Droit, justice et dépendance dans les Antilles françaises, donc aux éditions de l'EHESS. Et tout ça, c'est avant, donc dans les années 2004, 2006, 2009, 2007, 2005. Voilà quelques articles, chers amis. Et puis, des ouvrages aussi qu'il faut lire pour entrer dans la vision historique de Madame Cotias qui interroge les concepts, qui n'a pas peur d'interroger aussi, peut-être de manière très implicite, les habitus que nous avons de penser comme les dominants, ou de penser sans avoir à trop réfléchir sur tous les concepts. Mais voilà.
Donc, je vous laisse maintenant la parole sur une chose que vous avez dite dans cette émission. Donc, vous pouvez la voir, chers amis, je crois, sur... non, je l'ai reçue par quelqu'un, je ne sais pas si on la voit sur YouTube. C'est une émission de Mediapart Live, donc, qui a mené un débat le 21 décembre 2016, donc c'est assez récent. Quelles histoires de France, au pluriel, et en sous-titre, les usages politiques de l'histoire, donc qui était mené par Edwige Plenel, et vous aviez autour de vous deux femmes historiennes extraordinaires et un monsieur aussi qui s'appelait Demoule, je crois. Oui. Voilà, vous aviez Laurence Decoq et donc avec vous qui êtes professeur des écoles, et une autre dame dont j'ai relevé le nom aussi, donc qui ont parlé de manière tout à fait intéressante des enjeux autour de l'histoire et des manipulations aussi. Et vous avez commencé donc votre présentation autour de la question de repentance. Une espèce de concept, enfin je ne sais pas ce que c'est un concept ou une notion, qui a fait irruption sur la scène publique avec M. Sarkozy. Donc vous l'avez présenté et je vais vous laisser expliquer. Vous avez expliqué pourquoi la question de la loi Taubira est en danger, enfin pourquoi elle est sortie de la force unitaire qu'elle avait, parce que aujourd'hui on en est arrivé à créer deux mémoires, une blanche et une noire, une dominante et une dominée, le 10 mai pour les dominants, le 23 mai, etc. Donc tout ça m'a paru passionnant, j'avais pris beaucoup de notes, mais je vous laisse l'expliquer aux téléspectateurs. Vous allez voir, chers amis, l'enjeu que cela représente quand vous pensez 10 mai, 23 mai, ou peut-être aussi pour la Guadeloupe à d'autres dates, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière et l'enjeu de ces divisions qui nous font finalement régresser par rapport à la loi Taubira. Voilà. Oui, me semble-t-il, oui, vous avez tout à fait raison. Alors là, ça entre dans le cadre des fonctions que j'ai occupées de 2013 à 2016, mai 2016, où j'ai été présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui est un comité qui a été créé en 2006. Comité qui a été créé en 2006, qui a été présidé par Marie Scondé dans un premier temps, par Françoise Vergès et ensuite par moi. Donc, dans ce cadre-là, enfin, cette fonction s'inscrivait dans une démarche que j'ai aussi dans mes travaux scientifiques, qui est de dire qu'on ne doit pas penser l'histoire de l'esclavage et l'histoire coloniale comme des extériorités nationales, mais que ça a construit la France aussi à tous les niveaux, que l'esclavage et la colonisation sont importants. Et c'était tout un travail que j'avais mené sur le silence construit autour de l'esclavage. Donc dans ce cadre-là, en étant présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, on a fait un travail qui a été intense pendant 3 ans. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui me semblait très important, qui était le mois des mémoires des abolitions de l'esclavage et des combats pour l'égalité. Combat pour l'égalité pour rappeler que les esclavisés se sont en permanence battus pour l'égalité. On n'a jamais cette déshumanisation c'est le discours du dominant, en fait. Voilà. Voilà. Donc c'était dire il y a par la loi Taubira une célébration de la commémoration qui est le 10 mai, on va en reparler. Mais il y a aussi des dates locales. Il y a le 22 mai, il y a pour la Martinique, le 27 mai, il y a le 10 décembre pour la Réunion. Et je me suis dit, on va créer une cohérence autour de la commémoration. On va voir comment, c'est-à-dire c'est cette idée de réintroduire l'histoire des anciennes colonies dans l'espace national, c'est-à-dire reconnaître des dates qui ne sont pas celles de l'Hexagone, mais qui sont importantes de la même façon. Donc c'est une sorte de mise à égalité, mais c'était aussi une sorte de fédération des forces, c'est-à-dire montrer tout ce qui se passe.
Et là, ça a été absolument extraordinaire, parce qu'on a lancé ce mois, on avait vraiment cet objectif-là, et on s'est aperçu qu'il y avait plus d'une centaine d'événements partout autour de l'abolition de l'esclavage. Ce qui était vraiment une révélation, parce que quelque chose qui est jusqu'à présent, qui était présenté partout, c'est-à-dire Hexagone oui, et Outre-mer, mais il y en a vraiment beaucoup. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Et c'était une belle démonstration, parce que ça voulait dire que la commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'était pas quelque chose seulement d'officiel qui se fait généralement avec le président de la République au Jardin du Luxembourg, mais que des associations, des municipalités, des individus, parce qu'il y a parfois c'est une personne qui organise quelque chose, s'était emparé de cette idée de commémoration pour faire reconnaître un principe qui est important, qui est celui de l'égalité et de la citoyenneté. Donc tout à coup, il y avait une émergence de ces événements qui étaient soulignés et qui montraient bien comment il y avait une pratique citoyenne de la République. C'est-à-dire qu'il y avait une prise en compte. Mais parce que les citoyens eux-mêmes ont décidé de s'investir dans ça. Mais c'est extrêmement important. Absolument. C'est extrêmement important. On devient acteur de plus en plus, voilà. Et de mieux en mieux. Et de mieux en mieux. Et ça, c'était formidable de le faire. Donc ça, c'est une des premières choses. Une des premières choses. On en a fait beaucoup, je ne vais peut-être pas énumérer ici. On a fait des expositions itinérantes qui sont mises à disposition des personnes qui le souhaitent. On a fait des rencontres citoyennes aussi au ministère de l'Outre-mer, parce que ça me semblait extrêmement important de présenter à un public qui est un public non académique des travaux et qu'il y ait des espaces de discussion qui soient créés. Je trouve que ça manque autour de la question de l'esclavage. On ne débat pas de cette question. On Donc il faudrait, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des espaces comme ça. C'était l'objet de mes vœux. Hein. Ah oui. J'espère que vraiment on ira dans... Et puis qu'on va, sans vouloir utiliser le mot affronter, on va vraiment accepter nos divergences de vues et puis trouver juste quelque chose. On doit pouvoir discuter, même des différences et des oppositions. Hein, alors, c'est dans ce cadre-là. Mais il se trouve qu'il y a une association dans l'Hexagone, qui est le comité Marche 98, le CM 98, qui depuis des années se présente comme l'association majoritaire dans l'Hexagone, ce qu'elle n'est pas. Absolument. Et qui a réussi à imposer, par des jeux que je vais pas détailler politiques, ici, donc il s'agit bien du couple Romana, oui, c'est ça. D'imposer qu'il y ait une deuxième date de commémoration. Et donc, dans le cadre de la loi égalité réelle, qui est une loi qui est en discussion actuellement, qui concerne vraiment les Outre-mer, mais les Outre-mer sur l'égalité économique, enfin sur des mesures extrêmement précises et qui sont nécessaires. Il y a eu un cavalier législatif, ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire c'est un texte qui qui s'immisce entre les différents articles sur un tout autre sujet. Et ce tout autre sujet, c'était imposer une deuxième date, c'est-à-dire d'une certaine façon détricoter la loi Taubira en imposant le 10 mai comme journée en hommage, alors là il faut écouter, en hommage à la traite et à l'esclavage et à leurs abolitions. Donc, comment peut-on commémorer un système qui a été un système de domination terrible et de violence? Ça, je pose la question. Comment peut-on même accepter cette formulation? Et puis, un autre texte, une autre date plus exactement, qui était le 23 mai. Le 23 mai, journée d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. D'accord.
Ce qui pour moi pose problème. Journée nationale pour les victimes de ces ouais. D'accord. Ce qui pour moi pose réellement un problème, parce que c'est une vision totalement fausse de l'histoire. C'est une façon de dire les abolitionnistes, qui par ailleurs étaient dans leur grande majorité blancs, les abolitionnistes ont construit leur idée abolitionniste, on ne sait pas par la grâce de Dieu certainement, et parce que, ce que je veux dire par là, c'est que la vision qui est proposée, c'est de dire que l'abolitionnisme ne s'est pas construit à cause aussi des soulèvements d'esclaves. C'est ça. Les abolitionnistes, c'est pas un beau jour, ils se sont réveillés en se disant on va abolir l'esclavage. Non. Il y avait à la fois une réflexion sur l'égalité du genre humain qui était en cours, mais il y y avait aussi le fait que les esclaves se sont révoltés en permanence et qu'ils ont fait pression sur les systèmes. Ils ont fait pression. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, et surtout après Haïti, les gouvernements européens se disent c'est plus tenable, c'est plus possible, et on va abolir l'esclavage. Vous voyez qu'il y a c'est à la convergence de plusieurs forces. Donc il est faux de circonscrire une journée qui serait celle des abolitionnistes. Et puis en regard de ça, mettre une journée pour les victimes de l'esclavage colonial. Et moi, cette notion de victime de l'esclavage colonial me pose problème. Non pas que je dise pas que les personnes n'aient pas été victimes, mais en tout cas, elles ne se sont pas pensées ni vécues comme victimes. Et c'est important de le dire, parce que comment... D'abord, alors c'est important de le dire rétrospectivement, au plan historique, ça voudrait dire que les esclavisés ont toujours accepté l'esclavage, les statuts qu'ils ont eus, et qu'ils ne se sont jamais pensés comme des individus. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer les empoisonnements, le marronnage, les résistances, comment est-ce qu'on les explique dans ce cas-là? Excusez-moi de vous interrompre. Il y a un très beau film qui s'appelle Birth of a Nation, qui va apparaître, que j'ai déjà vu. Ah bon, d'accord. Mais vraiment, c'est une très belle révolte, enfin une très belle révolte. C'est-à-dire, voilà un exemple très concret du refus de cette violence qui leur était faite au quotidien par les esclavagés ou les esclavisés. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, parce qu'on a présenté Amistad, mais c'est toujours un peu édulcoré, mais là, on a vraiment quelque chose qui a été fait par un Afro-Américain qui est allé beaucoup plus loin peut-être dans la manière d'internaliser le discours, de montrer comment, dans leur chair, ils ressentaient cette violence qui leur était faite. C'est pas des gens qui parlaient sur eux, mais donc c'est intéressant de rappeler que les gens ne s'étaient pas définis comme victimes, mais ils étaient victimes d'une barbarie. Voilà, ils étaient victimes d'une barbarie, mais eux, au niveau individuel, ils n'avaient pas le statut de... Non. Et donc rétrospectivement, c'est important de le dire, et dans la prospective aussi, c'est important, parce que comment on construit un futur, et comment on construit un futur de population descendante d'esclaves si on leur colle l'identité de victime. C'est-à-dire comment vous pouvez accéder au monde avec un statut de victime. C'est-à-dire comment vous pouvez vous ouvrir au monde, comment vous pouvez être l'égal d'autres personnes si vous êtes victime. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai mené ce combat contre le 23 mai, ce qui m'a valu le fait de ne pas être renouvelée à la tête du comité, ce qui ne me pose absolument aucun problème. Parce donc vous n'êtes plus présidente? Je ne suis plus présidente, mais ce qui ne me pose pas de problème, parce que je préfère être ferme dans mes convictions et être sûre de ce que je dis, qu'un poste de pouvoir n'est qu'un poste de pouvoir, mais il est important pour ce que l'on peut en faire, mais il ne faut pas vendre son âme pour ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était bien M. Lurel qui vous avait proposé à cette direction-là? Oui, c'est Victorin Lurel qui m'a proposé d'être présidente et qui est le porteur de l'amendement sur le 23 mai. Sur le 23 mai, d'accord. Donc, on vous exclut parce que vous refusez d'accepter cette institutionnalisation. Mais est-ce qu'elle va l'être? Alors, écoutez, c'est en discussion.
Je ne sais pas. Il y a une pétition. D'ailleurs, on peut appeler tous vos auditeurs à aller la signer. Elle se trouve sur le site de l'Institut du Tout-Monde. Oui, j'ai entendu. Oui. L'Institut du Tout-Monde, c'est une pétition qui a quand même reçu beaucoup de signatures, et beaucoup de signatures d'intellectuels, de scientifiques aussi, et puis plus largement du public. Et qui est une façon de manifester son désaccord sur cette loi qui vraiment, à mon avis, ne doit absolument pas être votée. Est-ce que vous voulez dire pourquoi ça vous a... Parce que vous parliez des enjeux, en fait, dans votre... Oui, bien sûr, parce que donc je parlais de la victime des abolitionnistes, mais c'est aussi la racialisation implicite de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. D'accord. Pour moi, parce que ce qui est démontré, ce qui est proposé, c'est qu'il y ait une journée le 10 mai qui soit pour les abolitionnistes, donc blancs, et le 23 mai, une journée pour les victimes de l'esclavage, c'est-à-dire les Noirs, afro-descendants. Donc vous voyez que là, on est en train de construire une opposition sur une base qui est une base racialisée, même si elle ne veut pas le dire comme ça, alors qu'il est absolument nécessaire de construire une conscience commune autour de l'esclavage et autour de l'abolition de l'esclavage. C'est de l'ensemble qu'il faut qu'on D'accord. C'est pas de l'opposition. D'accord, mais sur la question de la conscience commune, moi je me dis qu'il y a peut-être une manière de poser cette problématique qui est problématique elle-même, parce que je sais que M. Valls a lancé un projet de mémorial. Une fondation autour de la question, et dans laquelle tout le monde doit se retrouver à égalité. Mais c'est, à mon avis, l'histoire est ce qu'elle est, et la mémoire des victimes ne peut pas être celle des personnes qui ont... je ne sais pas comment il y a des gens qui parlent dans des termes très bruts de bourreaux, de victimes. Mais il y a une histoire. Il y a une histoire, et il y a des catégories de personnes impliquées dans cette histoire qui n'en ont pas souffert de la même façon, qui n'ont pas tiré les mêmes avantages non plus du système. Et à mon avis, l'une des formes de respect les plus prononcées qu'on pourrait montrer au peuple, aux gens qui ont souffert de ce système, ça aurait été ou devrait être de leur laisser un espace mémoriel à eux. Mais vraiment, qui serait lequel alors ? Qui prendrait quelle forme ? Mais je ne sais pas, c'est-à-dire que les gens ont le droit dans les sociétés multiculturelles, on a le droit d'avoir, moi je veux dire, il y a d'autres communautés qui sont peut-être un petit peu plus protégées, qui ont le droit d'exercer leur désir comment vous dire ça, de recentration autour de leur mémoire, sans avoir à dire c'est plus, c'est moins, etc. On est de la même société, allons faire ci, allons faire ça. Je veux dire, chaque groupe humain qui ressent sa souffrance d'une manière particulière devrait avoir la possibilité de dire maintenant, comme on est dans des sociétés où effectivement on est racisé, ça peut poser des problèmes aux gens à qui on dirait toi t'es pas du dedans, toi t'es de l'extérieur, etc. Mais bon, on trouvera bien un consensus. Ce qui est important, c'est qu'à mon avis, que les groupes qui ressentent le besoin d'être vraiment, de se centrer sur leur mémoire, leur souffrance, aient la possibilité de le faire. À mon avis, ça n'empêche pas du tout la cohésion, parce que le danger dans ces manières de manipuler les mémoires, c'est de mélanger des problématiques économiques, politiques, historiques. Et je ne comprends pas pourquoi un groupe humain ne peut pas vivre avec son histoire seul, alors qu'économiquement, il peut partager tout avec ceux qui l'entourent. Et c'est, à mon avis, ce désir que, dans le dernier projet, de faire entrer, parce qu'il est bien précisé, il faut que toutes les mémoires de France entrent dans ce projet de fondation. Je ne sais pas comment. Parce que vous avez vu le Memorial Act. Je sais que vous étiez dans le comité.
Non. Vous n'étiez pas dans un comité au départ scientifique? Jamais. Ah, d'accord. Jamais. Donc j'allais vous poser la question du MAC, parce que vous savez qu'il y a maintenant un groupe d'avocats qui se sont constitués, enfin un groupe qui s'est constitué avec des avocats et des personnes de la société civile pour remettre en question. Ah oui, ça je l'ignorais. Ah oui, pour remettre en question. Et il y a un débat très... donc maintenant, c'est engagé avec la région qui a reçu ces personnes. Et pour le moment, on parle de corriger un certain nombre de grosses de lectures et de propositions qui sont très très blessantes. Et les gens le vivent, mais vraiment dans leur chair, d'une manière qu'on n'imagine pas. C'est une vraie souffrance de voir humilier pour eux, humilier leurs ancêtres, etc. Et donc, qui demandent que ça soit revu. Maintenant, le MAC existe et alors on parle de correction. Moi, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas se corriger. Il y a des choses qui doivent être revues, redéfinies. Oui, certainement. Mais je pense qu'il y a quand même une dimension aussi qui est quand même très importante, qui est l'inter-reconnaissance. C'est-à-dire que être reconnu, voilà, pour ce que l'on est, pour aussi la mémoire que l'on porte ou l'histoire que l'on porte. Je pense que ce qui est important aussi dans l'histoire de l'esclavage, bon, il y a la dimension de souffrance. Bon, il y a eu un colloque en Martinique sur les conséquences psychologiques de l'esclavage qui a tenté de poser certaines questions. Je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de... Qu'on a déjà posé il n'y a pas de linéarité entre l'esclavage et le contemporain. Mais ce qu'a provoqué l'esclavage, c'est bien le racisme aussi. Donc travaillons sur l'éradication du racisme. Mais ça n'empêche pas le fait que chaque groupe humain ait sa mémoire et puisse la dévoiler, la travailler comme il le veut, n'empêche pas les rencontres. D'ailleurs, malgré l'esclavage, regardez le métissage, regardez tout ça. Je ne comprends pas pourquoi on dresse ces arguments-là ou ce type d'argumentaire pour dire qu'on ne peut pas, il faut mélanger tout. Non, je pense que c'est spécifique à la France. Il faut fusionner, mélanger, mais dans ça, on ne sert pas les gens qui ont le plus souffert de cette manière de procéder. Et c'est ça les rapports de force. En fait, on est dans des rapports de pouvoir assez absolus. Lorsqu'on dit aux dominés, permettez-moi, c'est un vocabulaire bourdieusien que j'utilise à dessein, de dire voilà, vous allez vous contenter de la place qu'on vous donne. Votre mémoire n'est pas si grosse que ça. Il faut tout fusionner. Et comme par hasard, ce sont les puissants ou ceux qui ont les moyens qui vont dire comment les puissants qui ne sont pas forcément issus de l'État. Bien sûr. Vous voyez, mais l'État, voilà, l'État pourrait plus. Voilà, chers amis, vous avez entendu la technique de fond. Notre ami Hervé, que nous remercions, qui est à la technique, nous a signalé que l'émission est terminée et que nous sommes déjà en dépassement. Donc, Madame Cottias, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté le débat et de vous séparer de vos téléspectateurs. Oui, mais je les salue. Alors, je ne les vois pas, mais je suis heureuse d'avoir pu engager ce débat avec eux. Et surtout, j'espère qu'on pourra continuer et trouver une autre occasion de le faire. Moi, je crois vraiment à la diffusion et au débat. Voilà, diffusion du savoir, avec les retours que ça implique aussi de la part du public, parce que les scientifiques, les universitaires ne sont pas enfermés dans leur bulle. En tout cas, c'est ma vision du travail universitaire. En tout cas, merci de partager votre vision avec nous. Moi, ce que je crois, c'est que pour vivre ensemble, on n'a pas besoin de fusionner. Et c'est pour cela que peut-être mon discours n'est pas toujours bien compris. C'est un peu comme dans un couple. Vous ne disparaissez pas parce que vous vous êtes allié à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est une autre vision que nous avons à proposer de l'histoire, comme des relations humaines, tout simplement. Et donc, vivons ensemble dans le respect, en connaissant nos histoires et en sachant que chacun a la sienne. Je vous remercie. C'était notre première émission pour cette année. J'espère que nous aurons, avec des personnes comme Madame Cottias, beaucoup d'autres débats de ce genre pour nous ouvrir d'autres horizons et nous accepter sans vouloir forcément fusionner et disparaître. Voilà, à bientôt.